Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire d'AST67. On est en train de se mettre en place. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là déjà. Est-ce que vous pouvez utiliser la petite colonne de droite sur votre droite pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Juste un petit oui pour me rassurer et me dire que ça fonctionne bien. Et puis on va attendre quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Merci, super. Merci de vos retours. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Merci. Merci de votre retour. Ça permet toujours d'être rassuré sur le fait qu'on parle bien à quelqu'un. Le jeu des webinaires. Donc il est 13h57, on va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte, arrive à se connecter confortablement installé, puisque ce sera le sujet de cet après-midi. Donc on attend aujourd'hui des gens d'un peu partout de France. Je lis un bonjour d'Ilkirch. Alors bonjour Ilkirch, vous avez le bonjour de Strasbourg. J'ai vu des noms connus de l'autre bout de la France, donc merci aux collègues, aux entreprises, aux salariés qui nous suivent sur ces sujets de santé au travail. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Le coucou de Reichshofen, le coucou de Nantes, merci, merci à tous. On vous espère tous en bonne santé en attendant que ce webinaire commence, peut-être en télétravail, peut-être plus, peut-être encore. On va évoquer tout ça avec vous. Oui, Laetitia, bonjour. Le webinaire sera disponible en replay, on va y venir en introduction, évidemment, à partir de la fin de journée. Pour répondre à votre question, le temps de l'enregistrement et puis de la mise en ligne par notre chargée de communication, par Justine, et puis tout sera disponible en fin d'après-midi. Donc bonjour à tous, aux personnes qui arrivent à se connecter. Vous êtes au bon endroit. Si vous êtes là pour entendre parler d'ergonomie et de télétravail, on attend quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Le temps de la mise en place. Donc, bonjour à tous, vous êtes au bon endroit. On attend près de 350 personnes cet après-midi. On va attendre un petit peu, vous commencez à être environ 150 personnes de connectées maintenant. On va se laisser quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Installez-vous confortablement pour nous entendre parler de télétravail et d'ergonomie avec nos deux experts de cet après-midi. Nous allons commencer dans quelques instants. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons initiés il y a quelques jours maintenant. Après le webinaire sur la reprise d'activité et puis le webinaire sur les masques hier, aujourd'hui c'est un webinaire sur l'ergonomie et le télétravail. Et puis vous verrez sur notre site internet que nous allons continuer dans cette saga des webinaires avec des webinaires la semaine prochaine sur la reprise d'activité ciblée par métier. Et donc nous nous adresserons au petit commerce, aux coiffeurs, au métier de la petite enfance. Et puis nous aurons aussi des webinaires sur la mise en place du document unique. Donc on est en pleine expansion de ce type de format qui semble correspondre à une attente sur des sujets évidemment d'actualité. Donc bonjour à tous, le webinaire n'a pas encore commencé, installez-vous confortablement.
Nous attendons quelques instants encore que tout le monde, ou en tout cas que la plupart d'entre vous soient arrivés. Bonjour à tous. Installez-vous bien avec un café ou un thé pour les amateurs de thé. Et on va bientôt commencer. Installez-vous bien. On va vous parler cet après-midi de télétravail et ergonomie. Vous êtes au bon endroit pour tout ça. Quelques instants encore pour attendre les personnes qui sont en train certainement de se connecter. Encore 2-3 minutes de patience. Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre sur ce webinaire. Nous allons commencer d'ici quelques instants. Nous nous laissons encore 2 petites minutes pour commencer à 14h05. Le temps d'avoir le plus de participants pour le début. Oui, le webinaire sera disponible en replay à la fin de ce webinaire, d'ici la fin de journée. On mettra le replay en ligne avec le support de présentation. On va s'occuper de tout ça à la sortie de ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci de vous être connectés ici. Oui, Julie, les webinaires précédents sont également disponibles sur notre site internet. On y reviendra à la fin de la présentation. On vous dira où les retrouver. Ils sont sur notre site internet www.ast67.org. Vous les retrouvez tous les replays et puis les dates des prochains webinaires. Merci Carole. Carole nous dit qu'elle est fan de nos webinaires. Merci Carole. C'est grâce à vous qu'on est là. Écoutez, il est 14h03. On va commencer d'ici 1 minute. Merci à tous d'être là. Encore un petit peu de patience, le temps que tout le monde se connecte. Le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver. Bonjour à ceux qui arrivent en cours de session. On n'a pas encore commencé, on attend quelques instants encore. On va commencer d'ici quelques instants. Oui, merci Marie-Laure de votre petit message. Tous les webinaires sont disponibles en replay sur notre site internet. Merci pour vos encouragements et vos remerciements. Je vous avoue qu'ils sont les bienvenus, ils sont bien reçus. Écoutez, 14h05, c'est bien pour démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je propose qu'on démarre. Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est proposé par Alsace Santé au Travail, l'un des services de santé au travail du Bas-Rhin. Donc, nous attendons aujourd'hui plus de 360 personnes à notre 3e webinaire consacré aujourd'hui au duo télétravail et ergonomie. Parmi vous, des entreprises adhérentes à AST67 et d'autres non, comme j'ai presque maintenant l'habitude de le dire, pas d'inquiétude, parce que les informations que nous allons vous donner ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que nous nous posons sur le sujet d'aujourd'hui et les réponses que nos experts vous apporteront. Eh bien, depuis plusieurs semaines, nous avons été propulsés dans le télétravail sans y avoir été préparés auparavant.
Télétravail imposé à temps plein, dans un salon ou dans une chambre avec les enfants qui gravitent autour. Croyez-moi, je connais cela parfaitement bien moi aussi. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au travail. Et évidemment, je ne suis pas seule là cet après-midi. Avec moi, nos deux experts, Nathan Coulin, notre ergonome, et docteur Christine Corr, médecin du travail. Alors, pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil que bon nombre d'entre vous a déjà découvert, le petit outil sur la droite qui s'appelle Questions. Dorian Rouleau, notre ergonome, dans les starting blocks pour répondre à vos questions écrites au fil de l'intervention. Et évidemment, en fin d'intervention, je poserai quelques-unes de vos questions à nos experts. Ce webinaire va durer environ 1 heure, selon les interactions que nous aurons en fin de webinaire. Et comme dit, le support de l'intervention et le replay seront disponibles sur notre site internet www.ast67.org, mis en ligne par notre chargée de communication, Justine Chalon, que je remercie ici pour son travail. Eh bien, écoutez, c'est parti. Télétravail et ergonomie, un duo impossible, vraiment. Merci Gaëlle, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire ergonomie et télétravail. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du contexte dans lequel se situe ce télétravail. On va le redéfinir pour comprendre quels sont les messages de prévention qu'on veut vous faire passer. On s'intéressera ensuite au conseil d'installation pour le télétravail et au conseil d'organisation. Et on terminera par quelques outils qu'AST67 met à votre disposition pour pouvoir aller encore plus loin dans la prévention et notamment la prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors, comme Gaëlle l'a dit, un télétravail, aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité qui est soudaine et qui n'est pas sans contrainte. Et pour commencer, je vais parler de quelques chiffres, puisque en ce début d'année, selon l'INSEE, nous étions un peu plus de 27 millions de personnes actives sur notre territoire français. Et suite à la crise épidémique que nous avons vécue, ce chiffre a considérablement diminué, puisque nous sommes tombés à un peu moins de 15 millions de personnes actives, plaçant ainsi plus de 12 millions de personnes en arrêt de travail. Et sur ces 15 millions de personnes actives, il y en avait donc 7 qui se rendaient ou qui se rendent encore à leur lieu de travail, et un peu moins de 8 millions qui se sont retrouvés propulsés en télétravail, qu'il soit total ou partiel, mais en tout cas un télétravail qui est temporaire et en lien avec cette crise sanitaire. Alors évidemment, 8 millions sur 15 millions, ça fait quand même une proportion assez importante, et c'est pour ça qu'on souhaitait aujourd'hui organiser ce webinaire et vous faire passer nos messages de prévention pour que tout se déroule au mieux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis ce lundi, nous sommes entrés dans les premières phases du déconfinement, un déconfinement qui a été présenté par le Premier ministre Édouard Philippe le 28 avril à l'Assemblée nationale. Vous le savez également, c'est un déconfinement qui est progressif et qui est bien sûr dépendant de l'évolution sanitaire dans chaque département. Et une des actions qui avait été prônée par notre Premier ministre, c'était bien évidemment la poursuite du télétravail autant que possible. Donc, sur ces 8 millions de personnes qui se sont retrouvées en télétravail, très peu d'entre elles en sont sorties, et c'est d'autant plus important aujourd'hui de faire ce webinaire sur la prévention pour ces télétravailleurs. Il est important de redéfinir ce qu'est ce télétravail temporaire, puisqu'il va être différent évidemment du télétravail régulier qu'on peut observer dans certaines entreprises en temps normal. Il est différent selon 4 points, notamment. Le premier, évidemment, il est imposé. Ces salariés ont été propulsés finalement en télétravail de manière très rapide et sans réelle préparation. Donc forcément, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Évidemment, il se fait à temps plein. Il n'y a pas de période d'alternance avec un retour au bureau, comme on peut l'observer normalement. Donc ce télétravail se fait essentiellement même j'ai envie de dire constamment à domicile. C'est même le troisième point. À domicile, puisqu'il n'y a pas d'accès aux autres espaces de travail qu'on peut trouver en temps normal, les espaces de coworking. Et qui dit domicile dit forcément un environnement familial pour beaucoup d'entre nous. Qui dit environnement familial dit un conjoint qui est potentiellement lui aussi en télétravail, des enfants qui sont à garder, des enfants voire même à accompagner en cours à distance. Et donc, ce sont tous ces éléments qui sont à prendre en compte dans la prévention de la survenue des troubles musculo-squelettiques et que l'on va aborder par la suite. Nathan, pour cette de contexte. Donc, Docteur Corr, où et comment télétravailler et surtout comment bien s'installer, même à la maison?
Alors oui, effectivement, à la maison, comme vous l'avez dit, hein, la question, c'est de savoir où et comment s'installer. Déjà, dans un premier temps, il s'agit de choisir où, c'est-à-dire dans quelle pièce on va s'installer, si tant est qu'on a le choix. Tout ce que je vais vous dire maintenant, ce seront des conditions vers quoi on veut tendre. C'est l'idéal vers lequel on veut tendre. Évidemment que, en fonction des situations individuelles, on ne pourra pas mettre en place toutes les situations les plus parfaites et les plus optimales, mais je vous présente ce qui pourrait se faire au mieux, et après on adaptera en fonction de ce qu'on peut faire et bien sûr de ce qu'on peut pas faire. Donc, si on a la possibilité de choisir une pièce où on peut s'installer, c'est important que ce soit un local isolé, si possible avec une vue sur l'extérieur, une fenêtre vers l'extérieur, donc pas de pièce aveugle. Par rapport à l'installation de son ordinateur, il est important de se situer par rapport à la fenêtre, de choisir de se situer perpendiculairement à la fenêtre pour que la lumière vienne sur le côté, de façon à ce qu'on n'ait ni reflet de la lumière qui serait par exemple dans notre dos, ni contre-jour. Il faut faire attention aussi à la température de ce local. Il ne faut pas qu'il soit surchauffé, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il soit trop frais non plus, puisque quand on est longtemps assis, physiquement, on ne bouge pas beaucoup et on a peut-être un petit peu plus tendance à se rafraîchir que quand on est plus actif et plus mobile. À chacun ensuite de trouver la température. Pensez aussi à aérer régulièrement, à renouveler l'air. Si c'est possible, essayez de limiter les sources sonores à proximité donc de votre zone de travail. Évitez d'installer votre poste de travail dans la buanderie avec la machine à laver qui tourne. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Si vous pouvez aussi, dans la mesure du possible, éviter que les enfants ou d'autres personnes ne rentrent dans la pièce, c'est un point important également. Alors, les avantages et les inconvénients du télétravail, certes, il y a des avantages, la mobilité, la flexibilité, ça peut être un gain de temps puisque on n'a pas de trajet domicile-travail, donc les bouchons pour arriver à Strasbourg, par exemple, c'est toujours ça d'économiser. Mais en même temps, il y a d'autres contraintes aussi, des contraintes posturales puisqu'on ne peut pas s'installer de manière aussi ergonomique que quand on est dans un bureau bien équipé. Et puis, dans un autre registre, ce sont les risques d'isolement, d'être loin des autres. Mais le risque, c'est aussi d'être hyper connecté et d'avoir du mal à trouver un équilibre entre la partie « je travaille » et la partie « je ne travaille pas ». D'un point de vue ergonomique, la position, on va dire quelques mots de la position à rechercher pour être le plus neutre possible, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des contraintes articulaires puisqu'on est dans une position qui est prolongée et qui peut avoir des retentissements sur les articulations, notamment la nuque et les membres supérieurs. Alors, je vais vous présenter ici la posture idéale et ensuite, à partir de la posture idéale, on verra comment est-ce qu'on peut s'adapter en fonction des moyens du bord de chacun. Alors, pour la posture idéale, la première chose, vous voyez sur cette diapo beaucoup de points qui sont mentionnés, mais la première des choses à faire, avant tout, c'est d'abord de bien régler la hauteur de son fauteuil. Alors, comment régler la hauteur de son fauteuil quand on a évidemment un fauteuil à hauteur réglable? Eh bien, il y a une astuce, un repère que je vais vous donner maintenant. Il s'agit de prendre votre souris, vous positionnez votre main sur votre souris, vous laissez votre bras le long du corps, pas vers l'avant, vraiment le long du corps comme ça. Et dans cette position-là, vous allez regarder l'angle que fait votre coude. Si cet angle est trop serré, par exemple comme ça, eh bien là, ça veut dire que votre fauteuil est trop bas. Si votre angle est trop ouvert, votre fauteuil est trop haut. L'idéal, c'est d'avoir l'angle un tout petit peu plus ouvert que l'angle droit. Donc, en fonction de cet angle, je le rappelle, bras bien le long du corps, pas vers l'avant ni vers l'arrière, bras le long du corps. Vous prenez votre repère et c'est cet angle-là qui va vous dire s'il faut monter ou descendre votre fauteuil. Voilà, nous avons maintenant installé correctement la hauteur de notre fauteuil. Nous pouvons passer à la suite. Nous allons maintenant positionner notre écran. Notre écran,
il doit se trouver où? Il doit se trouver en face de moi, pas sur le côté, pas en diagonale, en face. Si j'ai un seul écran, on reviendra tout à l'heure sur la question si on a deux écrans. Donc en face de moi, oui, mais à quelle hauteur positionner cet écran? Et là, je vous donne un deuxième repère. Une fois donc que votre fauteuil est bien réglé à la bonne hauteur et que votre position est réglée, le haut de l'écran doit se trouver exactement à la hauteur de vos yeux. Pas plus haut, pas plus bas. Juste le haut de l'écran à la hauteur de vos yeux. Ça, c'est la position neutre parce que si l'écran est plus haut que ça, vous êtes en extension de la tête et ça finit par faire mal. Si l'écran est plus bas, vous êtes en vue plongeante et là aussi, ça peut finir par faire des douleurs dans la nuque quand ça dure trop longtemps. Voilà, les deux repères, positionnez la hauteur de votre fauteuil et ensuite la hauteur de votre écran. Il en manque un troisième, essentiel, c'est la souris. La souris, très souvent, même au bureau parfois, souvent, elle n'est pas au bon endroit. Où doit se trouver cette souris? Si tant est que c'est la souris que j'utilise le plus. Eh bien, cette souris, elle doit se trouver là où je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la souris doit être à l'endroit de façon à ce que quand j'ai la main sur la souris, mon bras reste le long de mon corps. Le bras ne doit pas aller vers l'avant ni s'écarter vers le côté. Le coude doit rester dans mes côtes. Ça, c'est très important. Je garde le coude dans mes côtes et c'est là que doit se trouver la souris. Voilà. Pardon. Alors, à vous maintenant de voir si la position que vous avez chez vous, vous la trouvez confortable. Si vous ne la trouvez pas confortable, vous pouvez l'adapter en fonction de vos possibilités. Revenons sur la hauteur du fauteuil. Donc, si vous n'avez pas un fauteuil à hauteur réglable chez vous, eh bien, vous pouvez jouer avec des coussins, par exemple, comme c'est dessiné ici sur l'image. Vous pouvez monter, rehausser votre assise en utilisant les moyens du bord, finalement. Si vous avez réglé votre fauteuil, votre assise, et que à ce moment-là, vos pieds ne touchent pas par terre, à ce moment-là, il ne faut pas redescendre votre fauteuil, mais il faut mettre l'équivalent d'un repose-pied par terre, comme c'est dessiné ici, sous la forme de carton, d'un appui, de livre, ce que vous pouvez trouver, mais il ne faut pas que vos pieds soient suspendus dans le vide, c'est hautement inconfortable. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est l'idéal, mais tout dépend aussi de vos installations, de comment vous êtes équipé chez vous à la maison. Si vous avez un ordinateur où le clavier et l'écran sont connectés ensemble, autrement dit un portable, eh bien ça va être beaucoup plus difficile de vous régler correctement selon les critères que je vous ai donnés. Si au contraire, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un clavier ou une souris déportée, c'est-à-dire un clavier indépendant de votre ordinateur, là, on va pouvoir commencer à régler mieux les choses. On y reviendra dans un instant. De la même façon, si vous pouvez avoir un écran déporté, c'est-à-dire un deuxième écran en plus, par exemple, de votre ordinateur portable, utilisez cet écran et gardez votre portable uniquement en version clavier. Si vous avez des écouteurs ou un casque et que vous êtes amené à beaucoup téléphoner, c'est important de pouvoir l'utiliser. On va détailler un petit peu toutes ces différentes situations qui ne sont plus les situations idéales où j'ai tous les équipements parfaitement adaptés, mais où j'ai les moyens du bord à la maison. Donc, si vous avez effectivement un clavier déporté différent donc de votre portable et ou un écran différent de votre portable, là, vous allez pouvoir vous installer de manière assez intéressante. Votre écran, vous allez pouvoir l'installer, donc je l'ai dit, devant vous, mais à une distance de vous qui va être laquelle? Qui va être celle, vous tendez le bras vers devant vous, il faut que votre main effleure tout juste l'écran. Ça, c'est la bonne distance entre l'œil et l'écran. Le haut de l'écran, je vous l'ai dit, que le bord supérieur soit juste au niveau des yeux. En fonction de vos possibilités, eh bien, vous allez utiliser des documents, des anciens catalogues, des cartons, tout ce que vous pouvez trouver pour monter ou descendre votre écran.
Si votre clavier et votre souris sont déportés, eh bien, vous allez pouvoir les installer correctement, comme je vous ai dit, c'est-à-dire la souris, pour prendre l'exemple de la souris, mais ce sera vrai pour le clavier aussi, la souris doit se trouver devant vous de façon à ce que le coude reste dans les côtes. Par contre, il faut veiller à ce que votre avant-bras, reste vraiment en appui sur le plan de travail. Il ne faut pas que vous soyez en suspension dans le vide. Il faut que votre bras puisse reposer, votre avant-bras puisse reposer sur le bureau. Ça, c'est important aussi. Si maintenant vous avez un clavier déporté mais pas d'écran, eh bien là encore, vous allez essayer d'utiliser votre portable uniquement comme écran et vous allez pouvoir jongler avec votre clavier et votre souris de façon à les poser de façon optimale. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que si vous avez uniquement un ordinateur portable sans clavier déporté, sans écran déporté, c'est la situation la moins favorable, mais pas de panique, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc, rapprochez-vous de votre bureau et c'est l'écran, le portable que vous allez un petit peu éloigner de vous. Donc, il faut que vous ayez devant vous suffisamment de place pour que vous puissiez, encore une fois, reposer votre avant-bras et le clavier doit se situer un tout petit peu plus loin pour que vos avant-bras reposent sur le bureau. Pas trop non plus pour que, je le rappelle, les coudes restent le long du corps. Alors, bien sûr, la situation n'étant pas optimale, eh bien, quand on ne peut pas être dans l'idéal, on va jouer un petit peu sur le temps de travail, on va faire des pauses un petit peu plus régulières, se lever un petit peu plus souvent, faire des étirements un petit peu plus souvent pour compenser cet aspect un petit peu moins ergonomique quand on n'a qu'un portable. Le casque et les écouteurs, c'est très important si vous passez beaucoup de temps à téléphoner et à écrire, saisir en même temps. Évitez de coincer le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Donc, utilisez les écouteurs ou le casque. Et sinon, il y a toujours la fonction haut-parleur sur votre ordinateur. N'hésitez pas à vous en servir. Quelques cas particuliers? Si vous utilisez à la fois votre ordinateur et des documents papier, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire où est-ce que je mets quoi. Ce qui est important, c'est de retenir que votre main droite, si vous êtes droitier, doit être dans la position idéale, là où vous y passez le plus de temps. Si vous passez le plus de temps sur la souris, par exemple, c'est la souris qui doit se trouver à l'endroit optimal. Si vous passez au contraire beaucoup de temps sur des documents papier, vous écrivez beaucoup et que vous n'utilisez que très ponctuellement, très accessoirement votre souris ou votre clavier, ce sont à ce moment-là les documents papier qui doivent être au bon endroit. Je rappelle que le bon endroit, c'est devant vous pour que votre main soit sur votre papier, votre écran, votre clavier ou votre souris, sans que le coude ne s'éloigne du corps. Ça, c'est vraiment le critère. Le bon endroit, c'est ça. Si vous avez un double écran, tout dépendra de la manière dont vous avez besoin de les utiliser. Si vous utilisez à peu près autant un écran que l'autre, à ce moment-là, les deux écrans doivent se trouver en face de vous. La séparation entre les deux écrans doit se trouver à peu près au milieu de vous. Vous pouvez les incliner légèrement, comme ça, de façon à ce qu'ils regardent un petit peu vers vous. Si au contraire, vous avez deux écrans, mais qu'il y en a un que vous utilisez principalement et l'autre de manière beaucoup plus accessoire, à ce moment-là, c'est l'écran principal qui doit se trouver en face de vous et vous pouvez mettre de côté et en biais le deuxième écran que vous n'utilisez que de manière plus occasionnelle. Un mot encore pour ceux qui portent des verres progressifs. Pour ceux qui portent des verres progressifs, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la hauteur de l'écran est légèrement à adapter. Il faut cette fois-ci que votre écran soit un petit peu plus bas que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, autant le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux quand on n'a pas de verre progressif, autant avec des verres progressifs, il faut que vous descendiez un petit peu plus l'écran parce que sinon, vous allez utiliser le bas de vos verres, celui que vous utilisez pour lire quand vous êtes en verre progressif, vous allez utiliser cette partie-là et automatiquement, vous allez être en extension de la tête. Donc, pour éviter ça, baissez votre écran. Dr Corr, merci pour ces précisions.
Après, si votre outil de droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Sondage à côté des questions que vous utilisez pour poser vos questions. Pensez à aller faire un tour puisqu'un sondage est en cours actuellement et il risque bien d'y en avoir un deuxième dans quelques instants. Donc, Dr Corr, maintenant on sait bien comment s'installer à son poste, parfois avec peu de matériel, mais comme souvent, il suffit juste d'avoir des bonnes idées. Mais Nathan, est-ce que c'est bien suffisant pour ça? Eh bien non. Alors, on vient de parler de tout ce qui est posture, installation, mais finalement, l'installation ne suffit pas à elle-même pour garantir un travail dans de bonnes conditions. On dit toujours en ergonomie qu'il n'y a pas de mauvaise posture, il y a toujours des postures de moindre inconfort. Et en ce qui concerne la prévention des troubles musculo-squelettiques, il y a aussi une chose très importante qui est donc le dynamisme. Au niveau du dynamisme, quelques conseils qu'on peut vous apporter. La première, évidemment, qui est assez logique, c'est de pouvoir garder une activité physique régulière. C'est valable pour les télétravailleurs, mais c'est globalement valable pour les travailleurs au sens large, mais d'autant plus pour les télétravailleurs puisqu'il faut compenser un manque de déplacement. On ne se rend plus sur son lieu de travail. Donc, le fait de garder une activité physique régulière peut compenser. Cette activité physique régulière peut être réalisée entre le temps de travail et le temps de repos. À la fin de sa journée de travail, ça permet de marquer une césure dans son activité, de quitter l'écran des yeux, qui va avoir un apport bénéfique au niveau visuel, et donc qui va aussi psychologiquement marquer le temps d'arrêt entre le temps de travail et laisser place ensuite au temps privé. Alors, tous les prétextes sont bons ensuite pour pouvoir trouver des moyens de se déplacer. Nous, on a pensé aux appels téléphoniques. Ça peut être un bon moyen de passer ces appels en se déplaçant. Ça permet de bouger. Et il existe également quelques étirements qui sont possibles de réaliser. Alors, on ne va pas forcément s'attarder aujourd'hui sur ces étirements-là. Vous reverrez tout à l'heure que AST67 met à votre disposition un guide pratique pour vous expliquer quels sont ces étirements. Toujours est-il qu'ils sont plutôt bénéfiques si vous les faites régulièrement au cours de votre journée de travail. Un autre conseil qui est aussi valable pour tout le monde, pas seulement les télétravailleurs, mais en tout cas, se lever au moins une fois par heure et pendant 5 minutes, ce qui permet toujours de garder ce dynamisme et d'éviter de rester statique. Et le dernier point, pouvoir alterner entre un travail assis et un travail debout. Alors, c'est valable en télétravail avec des meubles qui sont plus hauts, par exemple un comptoir de bar. Il suffit de positionner son ordinateur portable sur ce comptoir et puis de travailler pendant un petit temps en position debout et ensuite repasser sur un travail en position assise. Il faut savoir qu'il n'y a pas de temps dédié pour travail assis et un travail debout, c'est juste une alternance qui peut être réalisée. Et dans tous les cas, ça vous permettra de pouvoir bouger un petit peu. Alors évidemment, le dynamisme ne va pas suffire et qui dit bonne installation implique forcément une modification de l'organisation. Donc on va vous donner quelques conseils pour pouvoir optimiser cette organisation. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de respecter un rythme de travail habituel avec les mêmes horaires qu'on réalise en temps normal pour garder une hygiène de vie, une hygiène de travail cohérente. Éviter d'avoir une amplitude horaire de travail trop importante ou de se décaler par rapport à d'habitude. Donc, le fait de respecter son rythme de travail va être très bénéfique. Faire des pauses régulières, je vais le redire, je l'ai déjà dit, le fait de faire des pauses régulières va avoir plusieurs vertus, notamment au niveau visuel puisqu'on va quitter l'écran des yeux et les écrans nous sollicitent beaucoup. Évidemment, ça nous permet de bouger et je pense même qu'au niveau de sa concentration, faire des pauses régulières permet d'optimiser notre concentration sur des tâches qui en demandent beaucoup. Un point qui peut faire sourire, le fait de respecter une hygiène vestimentaire. Alors, je comprends tout à fait la tentation du canapé en pyjama pour télétravailler, mais pour autant, on ne se rend pas normalement sur son lieu de travail en pyjama et il est plutôt bénéfique de quand même respecter cette hygiène vestimentaire de « je vais me mettre à travailler, donc je m'habille en conséquence ». Et psychologiquement, je pense que ça permet de distinguer le temps professionnel du temps privé. Les deux derniers points sur cette diapositive, c'est des points qu'on va réaborder ensuite. Globalement, toujours garder un lien social pour un salarié, ça permet d'éviter le sentiment d'isolement qu'on peut ressentir quand on parle de télétravail. Et pour garder ce lien social, évidemment, il faut une communication qui se veut efficace et régulière et avec des moyens de communication qui vont être appropriés.
Lien social et communication équivaut à un dialogue social, donc il est nécessaire de maintenir ce dialogue social. Globalement, ce qu'il faut retenir, et je vais le redire plein de fois, ça va être communication. C'est ce qu'il faut retenir, communication, 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 entre les collaborateurs entre eux, mais également entre collaborateurs et managers, et notamment pour pouvoir discuter sur ces différents points. Les premiers sont les objectifs de travail qui sont attendus du salarié, quels sont les horaires qu'il doit respecter, quelles sont ses consignes de travail, qu'est-ce qu'on va attendre de ce salarié-là, quelles sont ses marges de manœuvre, quels sont ses moyens qui lui sont alloués, quel est le matériel dont il va disposer, est-ce qu'il a la main pour organiser sa journée de travail, est-ce qu'il y a des tâches qui lui sont imposées à certains horaires et d'autres non. C'est des choses qui sont importantes à communiquer. Évidemment, la communication doit se faire à double sens. Le salarié doit pouvoir communiquer sur les contraintes et les difficultés qu'il va pouvoir rencontrer, de façon à ce que l'entreprise puisse mettre en place les moyens ensuite qui vont être associés pour les résoudre. Et évidemment, je l'ai dit, on est en train de sortir de cette période de confinement, on est dans les premières étapes du déconfinement, et donc il doit toujours y avoir une communication entre l'entreprise et leurs salariés pour communiquer en ce qui concerne les décisions qui vont être prises et notamment le plan pour la reprise d'activité qui va être envisagé par l'entreprise. Le salarié doit pouvoir savoir à quoi s'attendre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines en ce qui concerne ce déconfinement au niveau de son entreprise. Alors, quelques conseils pour les salariés. Rapidement, évidemment, le premier, anticiper, planifier sa charge de travail sur sa semaine. Ça permet dans un premier temps de prioriser les tâches qui sont importantes et celles qui peuvent attendre un petit peu. Ça permet également d'éviter de se retrouver un petit peu dans un goulot d'étranglement où on voit une grosse charge de travail et on ne sait pas comment l'appréhender. Donc, l'organisation toujours. Pour autant, prendre le temps nécessaire aux tâches qui sont à réaliser. Éviter de répondre trop vite à des demandes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans des conditions un petit peu plus dégradées qu'il faut travailler dans la précipitation. Communication toujours, faire des points réguliers avec ses managers pour aider à la gestion des priorités. C'est ce que je viens d'évoquer. Au niveau de la variation des tâches, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué quand je parle de pouvoir se déconnecter un petit peu de son écran. Alors l'idéal, ce serait d'avoir des tâches de travail qui ne nécessitent pas l'ordinateur, mais j'ai conscience qu'en télétravail, ce ne soit pas forcément toujours possible, hein, selon les activités. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir varier pour être toujours optimal dans sa concentration. Et ce dernier point qui nous paraissait important d'évoquer, c'est la communication à propos de nos statuts. De vos statuts, pardon. Il y a certains outils aujourd'hui qui permettent de communiquer si on se positionne comme occupé ou absent. Par exemple, le fait de s'indiquer comme occupé permet d'optimiser sa concentration quand on a une tâche qui en requiert beaucoup, ou au contraire, s'afficher comme absent peut faire valoir le droit à la déconnexion du salarié. Ne me contactez pas, je suis en dehors de mes horaires de travail, je répondrai à votre demande demain. Et je pense que ça peut être intéressant de communiquer justement là-dessus. Au niveau des encadrants de proximité, toujours le maître mot de la communication, évidemment, alors un contact régulier avec chaque télétravailleur pour s'assurer que tout se passe bien pour eux, mais également une communication avec les collaborateurs qui sont potentiellement en arrêt de travail pour éviter également que ces salariés se sentent isolés, se sentent délaissés. L'idée, c'est d'éviter absolument le sentiment d'isolement de chacun. Je parlais du droit à la déconnexion. Pour les encadrants de proximité, leur mission, c'est de le respecter justement, hein, veiller à ce que ces collaborateurs travaillent pendant ces horaires de travail et veiller à ne pas les solliciter en dehors. Il y a un travail d'adaptation des objectifs de travail qui leur sont demandés aussi. Évidemment, je l'ai dit, on travaille dans des conditions plus dégradées en ce moment. Donc évidemment, les objectifs de travail et le suivi d'activité doivent évoluer en conséquence. Et le dernier point, c'est d'instaurer des habitudes de vie, des rites, toujours pour éviter ce sentiment d'isolement et pour optimiser un petit peu le collectif de travail qui peut être atteint par cet éloignement, ce télétravail. Le fait d'instaurer des réunions virtuelles ou des rencontres simplement pour pouvoir discuter de nos difficultés est un bon moyen de maintenir ce collectif de travail. Quelques mots au niveau de l'entreprise à plus large échelle et au niveau des employeurs. Alors évidemment, l'entreprise a pour obligation de veiller à ce que ses salariés puissent travailler dans de bonnes conditions et donc le premier conseil va être de veiller à ce que les encadrants de proximité puissent assurer leur mission de soutien et de coordination auprès de leurs équipes. Globalement, veiller à ce que chacun puisse travailler convenablement.
Le deuxième point va être d'organiser une assistance à distance pour l'utilisation des outils informatiques et de communication, puisque chacun est à distance quand on parle de télétravail, mais on utilise pour autant des outils informatiques, des outils de communication, et donc il faut pouvoir se faire assister si on rencontre des difficultés avec ces outils-là. Et un troisième point qui nous semblait aussi important, on parle souvent de la détresse potentielle des salariés pendant le télétravail, mais il faut aussi prendre en considération les difficultés que peuvent rencontrer les petites entreprises et à plus large échelle nos employeurs. Alors sachez que pour ce qui concerne les très petites entreprises et les PME, AST67 met à votre disposition un dispositif de soutien psychologique sur son site internet qui permet donc de vous accompagner. Notre psychologue du travail soit vous écoute ou alors vous réoriente vers les personnes adéquates pour prendre en charge vos difficultés. Et au niveau des employeurs, il existe un numéro vert que vous voyez sur la slide qui vous permet de vous apporter une première écoute et un soutien psychologique. Et de la même façon, donc, soit vous apporter des réponses tout de suite, soit vous réorienter vers les personnes qui seront le plus à même de vous répondre en ce qui concerne vos difficultés. Alors voilà, j'en ai fini pour ce qui était la partie conseil organisationnel. Maintenant, je vais vous évoquer un certain nombre d'outils qu'on peut mettre à votre disposition au sein d'AST67 si vous avez envie d'aller plus loin. Alors le premier, celui que vous voyez là, c'est un dispositif que nous venons tout juste de mettre en place, un dispositif d'accompagnement. Pour nous, l'idée aujourd'hui, c'est on ne peut pas tellement se rendre dans nos entreprises adhérentes en ces temps de déconfinement, c'est encore un peu trop tôt. Et l'idée, c'est de ne pas vous laisser démunis par rapport à toutes vos questions sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et globalement les questions sur l'ergonomie au travail. Notre objectif est donc de vous accompagner et nous vous proposons donc de répondre à des questions que vous pourrez poser par mail sur l'adresse mail que vous voyez ici, prestations.stp@ast67.org. Et l'idée, c'est de pouvoir vous répondre soit par téléphone si les questions sont relativement générales en ce qui concerne les TMS, soit carrément par vidéoconférence si les questions portent sur un poste de travail plus précis ou si la demande requiert de se rendre compte de l'univers de l'entreprise. Donc, on reviendra vers vous par mail. Toutes les demandes seront traitées, celles qui seront envoyées. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur cette adresse mail et nous verrons comment nous pourrons vous répondre. Les autres outils à votre disposition, il y a 3 guides pratiques sur notre site internet www.ast67.org. Le premier guide pratique, nous l'avons élaboré pendant le confinement. Cela traite du télétravail et comment s'adapter du coup à la maison pour travailler. Ça va relater un petit peu globalement tout ce qu'on a dit avec Dr Corr aujourd'hui. Le second est un guide pratique sur le travail sur écran de manière large, comment adapter son poste de travail. Il va vous donner tous les conseils en termes de normes et d'installation sur un poste de travail sur écran. Vous retrouvez aussi pas mal de choses qu'on a évoquées aujourd'hui. Et le dernier guide, le travail sur écran exercice d'étirement, qui vous permet donc de visualiser concrètement quels sont les étirements qu'il existe sur les différentes parties de notre corps que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Un dernier point qui nous semblait aussi important, nous avons élaboré au sein d'AST67 avec donc Justine Chalon, notre chargée de communication, un escape game sur la thématique des troubles musculo-squelettiques, qui est un format très ludique pour faire passer nos messages de prévention en ce qui concerne les TMS. Alors, si nous avons eu la chance de faire des sessions de jeu avant le confinement, aujourd'hui, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra le refaire, mais je tenais à vous en parler pour vous dire de rester informés sur notre site internet pour les prochaines sessions. Et nous sommes en train de réfléchir à l'élaboration d'un format plutôt plateau pour le déployer à plus large échelle. Voilà. Merci Nathan, merci Dr Corr. Je pense que le message a été très clair. Alors avant de répondre aux quelques questions qui ont été posées, je vais juste faire le point avec vous sur les webinaires à venir et sur les webinaires passés. Alors lundi prochain, donc lundi 18 à 10 h, nous organiserons un webinaire pour les commerces de proximité. Comment peuvent-ils assurer leur reprise d'activité en sécurité et pour leurs salariés et pour leurs clients? Rendez-vous mercredi matin à 9 h 30 pour savoir comment mettre à jour votre document unique sous l'angle du risque biologique du Covid-19. Rendez-vous mercredi après-midi à 14 h à l'heure de la sieste des petits pour un webinaire consacré aux professionnels de la petite enfance.
pour savoir comment, là aussi, reprendre une activité sécurisante pour tous, les professionnels, les enfants et les parents aussi. Rendez-vous le jeudi de l'Ascension à 14 h pour les coiffeurs, pour répondre là aussi à leurs questions 10 jours après la reprise d'activité. Je pense qu'il y a encore des choses, des réponses auxquelles répondre. Des questions auxquelles répondre, c'est mieux comme ça. Est en cours d'élaboration également un webinaire sur la prévention de l'impact psychologique et psychosocial qu'on est en train de tous vivre. Donc ça aura bientôt lieu. A eu lieu déjà, ils sont toujours disponibles en replay, le webinaire qui a eu lieu hier sur les masques et notre premier webinaire sur le plan de reprise d'activité. Ces 2 webinaires-là et les autres à venir, les dates des autres à venir, sont dispo sur notre site internet dont vous voyez le lien ici. Voilà pour les webinaires à venir. Gaëlle, on ne t'entend plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Je voulais juste faire un petit bilan des sondages auxquels vous avez participé. Merci. Alors, ma première question, c'était de savoir est-ce que vous pensez être bien installé en télétravail. Et donc, on constate que globalement, 73%, pour 73% des personnes qui ont répondu, c'est plutôt pas mal. Hein, le résultat est plutôt positif. C'est peut-être pas toujours génial, mais enfin, globalement, je trouve que vous êtes plutôt. Enfin, vous trouvez vous-même que vous êtes plutôt bien installé. Alors, est-ce que vous restez en pyjama pour travailler ou est-ce que vous faites l'effort de cette hygiène vestimentaire prônée par Nathan? Globalement, c'est un peu moite-moite, quoi, hein, entre toujours c'est important et puis parfois ça dépend un peu du format de la journée. Donc, selon le planning de la journée. Et puis, la dernière question concernait votre ressenti par rapport au télétravail de ces dernières semaines, hein, qui, comme l'a dit Nathan, n'est pas le télétravail habituel. Hein, comme ça, c'est censé être. Et là encore, on constate que pour 63% d'entre vous, ça va bien, je gère. Voilà, on s'adapte, je pense. Hein. Dans cette période-là, on est tous très, très agiles. Pour 17% d'entre nous, c'est très bien, je ne veux plus retourner au bureau. OK. Et pour 20% d'entre vous, c'est quand même un peu plus compliqué. Et là, le retour au bureau est attendu avec impatience. Merci à vous d'avoir répondu à ce sondage. Ça nous permet de savoir dans quel état d'esprit vous affrontez tout ça. Alors, je vais me faire l'écho de quelques-unes de vos questions pour que nos experts puissent vous répondre. Tiens, Margot, question pour Nathan. Margot dit, je suis en Master 1 ergonomie, comment pouvons-nous réaliser une analyse de poste en télétravail? Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est pas de partir sur une analyse de poste en télétravail parce que déjà, on ne peut pas se rendre à domicile chez nos adhérents, chez les personnes pour lesquelles on va intervenir. Je prends exemple de notre dispositif d'accueil. L'idée, c'est de plutôt répondre aux questions et d'essayer d'informer et de faire de la prévention, mais pas de partir sur une analyse de poste en profondeur puisque ça demanderait du travail d'observation qu'on ne peut pas réaliser quand on parle de télétravail. Alors, merci Nathan. Question de Catherine à propos de la fatigue visuelle. La fatigue visuelle peut-elle être uniquement réglée par les pauses sans écran ou alors peut-on envisager des trucs pour de la lumière bleue, des lunettes spéciales peut-être? Alors, la fatigue visuelle, c'est le résultat de plusieurs facteurs multiples. Hein. C'est un mélange de beaucoup d'éléments. La fatigue visuelle, d'abord, très souvent, on se rend compte que la fatigue visuelle, elle peut être liée tout simplement à une correction visuelle qui est insuffisante, une petite myopie, une petite presbytie, un petit trouble visuel qui n'est pas forcément toujours très, très important, qui n'est pas toujours très connu non plus, où la personne ne sait parfois pas qu'elle a une petite myopie, par exemple. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est pas très gênant, mais quand on commence à passer toute une journée devant l'écran et donc à solliciter beaucoup ses yeux, c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, ces petites anomalies qui, dans la vie de tous les jours, passaient inaperçues, là, ça va devenir beaucoup plus flagrant et ça peut être source de fatigue visuelle. Donc, il y a déjà une première chose à faire, c'est d'aller vérifier la correction visuelle, d'aller vérifier son acuité visuelle si elle est bonne.
Et s'il y a besoin, porter une correction visuelle, au moins le temps de travail sur écran. Ça, c'est déjà un premier point. Après, il peut y avoir d'autres éléments qui vont jouer sur la fatigue visuelle. C'est des réglages de l'écran, notamment la luminosité et les contrastes. C'est des paramètres qui ont l'air basiques, hein, mais qui sont très importants. Si vous avez une trop forte luminosité de l'écran, en clair, si votre écran il envoie une très grande lumière, hein, un blanc très lumineux, à ce moment-là, ça va aussi augmenter la fatigue visuelle. C'est des paramètres que vous pouvez tout à fait régler sur n'importe quel ordinateur aujourd'hui, hein. Donc la luminosité. Ensuite, il y a le paramètre contraste. Le contraste, c'est quoi? C'est la différence de couleur ou d'effet entre les caractères que j'utilise et le fond. En clair, des caractères noirs sur un fond blanc. Ça, c'est un contraste très important. C'est un bon contraste. Si vous avez un contraste qui est beaucoup plus faible, le cas extrême, c'est j'écris en jaune sur fond blanc. C'est le cas, c'est un exemple extrême pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un contraste. Donc, si vous avez un contraste qui est faible, l'œil va devoir faire un effort supplémentaire pour arriver à bien distinguer le caractère. Et donc, là aussi, vous allez encore rajouter de la fatigue visuelle supplémentaire. Donc, là aussi, on peut régler le contraste par le choix de certains paramètres sur l'écran. Donc, ensuite, il y a l'éclairage du bureau, l'éclairage ambiant du bureau ou de la pièce où vous travaillez. Là aussi, si vous avez beaucoup de reflets de votre fenêtre, par exemple, ou de votre éclairage de plafond qui fait des reflets sur votre écran, même si vous ne vous en rendez pas compte parce que votre écran est relativement clair, ça va quand même être source de fatigue. Et de la même façon, si vous avez la fenêtre qui est en face de vous, vous allez avoir un contre-jour et là aussi, ça va être source de fatigue visuelle. Donc, vous voyez que la fatigue visuelle, c'est un ensemble de plein de paramètres. Il n'y a pas une réponse toute faite qui va résumer la fatigue visuelle. Merci, Dr Corr. Une question d'Alain. Est-ce qu'une chaise de bureau mobile, c'est-à-dire montée sur une armature métallique suspendue, écoutez bien, qui oblige à des micro-mouvements, a un intérêt pour limiter les contractures musculaires du haut du dos? Oui, c'est une question intéressante, effectivement. Alors, je vais la reprendre dans l'autre sens, puisque on parle de l'objectif, c'est de limiter les contractures du haut du dos. Donc, la première chose à faire, c'est de se dire, si je n'ai pas de contracture du haut du dos, finalement, je n'ai pas besoin de lutter contre. Et comment faire pour en avoir le moins possible? Je suis encore une fois dans l'idéal, mais le moins possible de contracture du dos, c'est d'abord de bien régler la position de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la hauteur de son fauteuil, la position de son écran, etc. Donc, plus vous aurez une position de base qui sera neutre et ergonomique, moins vous allez contracter vos muscles sans vous en rendre compte. Donc, il faut déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire essayer d'attaquer le problème à la source, limiter les contractures. Après, il y a également le fait de la posture prolongée. Une posture maintenue de façon prolongée va évidemment être source de plus de souffrance. Donc, encore une fois, variez les postures, levez-vous, déplacez-vous, faites des étirements. Ça, ce sont des choses vraiment très importantes. Alternez la position statique de votre écran avec d'autres positions. Et ensuite, derrière tout ça, à la fin de tout ça, si vraiment tout ça ne suffit pas, on peut effectivement imaginer des éléments supplémentaires, des petites choses comme des fauteuils, comme vous en citez, pourquoi pas. C'est pas la première réponse à donner. Maintenant, si ça peut vous apporter un plus après avoir fait tout ça, à chacun de voir s'il trouve ça confortable et si ça peut l'aider, pourquoi pas. Ne vous trompez pas dans l'ordre des priorités à prendre. Merci. Une question de Pauline. Comment protéger son intimité auprès de son employeur qui voit notre intérieur et ou notre famille, qui n'a pas été confrontée à ça en visioconf, quand on n'a pas la possibilité d'avoir une pièce isolée pour travailler? Alors, il existe des moyens de paramétrer la visioconférence quand vous êtes en visioconférence pour pouvoir flouter tout ce qui se trouve autour de vous. Donc, il y a des paramètres dans vos équipements. Demandez à votre employeur ou quelqu'un qui s'y connaît si vous n'arrivez pas à trouver vous-même. En tout cas, vous pouvez flouter tout ce qui se trouve autour de vous de façon à ce qu'on ne voit que votre tête.
Hélène se demande s'il y a un intérêt à préconiser un écran anti-lumière bleue. Je peux répondre à celle-là. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que on n'a pas assez de recul encore sur les équipements de protection qui sont mis en place pour protéger de la lumière bleue. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la lumière bleue, hein, c'est une lumière, un système d'éclairage type LED qui renvoie une longueur d'onde assez néfaste pour l'œil, ce qu'on appelle la lumière bleue, qui se rapproche de l'ultraviolet. Et cette lumière bleue-là, aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qu'elle a un impact sur nous, hein. Elle a un impact sur nos rythmes circadiens, sur notre faculté de concentration, notre sommeil. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité vraiment pleine des moyens de protection qui peuvent être mis en place, comme les filtres anti-lumière bleue sur les écrans ou sur les lunettes. D'ailleurs, les ophtalmologues et les opticiens ont toutes sortes de discours par rapport à ça. Je pense que le réel intérêt de prévention contre la lumière bleue, c'est de limiter son exposition aux écrans. Et ensuite, peut-être que les équipements de protection ont un bénéfice aussi, mais on ne peut pas en être certain. Merci Nathan. Une question de Corinne, pour revenir sur les assises qui ne sont pas toujours confortables. En cas de chaise non réglable et non confortable, c'est compliqué de bien s'installer. Oui. Est-ce que vous conseillez de mettre des coussins pour ajuster le poste? Comment est-ce que je peux faire quand je n'ai pas tout le matériel qu'il faut, là, niveau assise? Alors, c'est sûr que si vous avez une chaise de cuisine ou l'équivalent, c'est beaucoup plus compliqué, certes. Encore une fois, l'idée, c'est de rechercher déjà une question de hauteur de fauteuil, une hauteur d'assise. Si vous êtes assise trop bas sur votre chaise non réglable, effectivement, des coussins peuvent aider à vous rehausser votre assise. Vous allez déjà y gagner un petit peu en confort. Après, il n'y a pas de solution miracle. Si vraiment tout ça, ça ne suffit pas, par défaut et faute de mieux, si on ne peut pas avoir une meilleure ergonomie que ça, la réponse c'est de fractionner encore plus votre temps de travail et de faire encore plus souvent des pauses pour pouvoir compenser le côté non ergonomique de votre posture. Merci. Une question d'Olivia. Si on porte des lentilles, est-ce qu'on aurait un intérêt à porter plutôt des lunettes si le travail sur écran est permanent ou alors plus fréquent? Oui, ça aussi, c'est une question importante. Le fait de porter des lentilles, c'est en fait ce qui va être possiblement gênant, c'est l'humidité de l'œil doit être toujours assurée quand on a, d'une manière générale, mais a fortiori quand on a des lentilles. Le fait de porter des lentilles, quand vous regardez votre écran, plus vous regardez votre écran, et en général, plus on est concentré, moins on cligne des yeux. Et moins on cligne des yeux, moins on réhumidifie la surface de la lentille. Donc, plus on regarde l'écran, a fortiori quand c'est de manière concentrée, plus on va avoir tendance à avoir cette sensation d'œil desséché, qu'on peut compenser soit en mettant régulièrement des gouttes de ce qu'on appelle des larmes artificielles, éventuellement si on tient à ses lentilles, ou alors effectivement, l'idéal, c'est quand même souvent plus confortable de porter les lunettes. C'est une question de sécheresse des yeux liée à la fréquence du clignement des yeux. Merci, Dr Corr. Une autre question de Catherine, plus axée sur la sécurité. Question de la sécurité posée par les différents câbles qui ne sont pas protégés, qui peuvent être gênants, encore plus dans une pièce qui n'est pas dédiée à un bureau de travail, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour éviter, j'imagine, le risque de chute à la maison? Alors, si j'ai bien compris la question, l'idée, c'est d'éviter donc des câbles qui traînent par terre, au sol. Voilà, c'est ça. Alors, il existe des gouttières, je crois que ça s'appelle comme ça, des gouttières ou des goulottes qui permettent de faire passer les câbles à l'intérieur et pour éviter qu'ils traînent au sol de la pièce. Ça implique toujours un petit risque de chute quand même, puisqu'on marche quand même sur une surface qui n'est pas plane, mais ça permet quand même de protéger un peu plus de ce risque de chute-là. Après, j'aurais tendance à dire que c'est un aménagement optimal de sa pièce de travail et essayer de trouver le moyen d'éviter d'avoir des câbles qui passent sur le lieu de passage. Oui, merci Nathan. Une question sur les tapis de souris. Est-ce que vous recommandez des tapis de souris avec un rebord en mousse? Ce fameux tapis comme ça. Alors, cette fameuse question, j'espère qu'on ne va pas me jeter des pierres en répondant à cette question, mais c'est toujours un peu compliqué ce tapis de souris avec repose-poignet parce que
je rencontre beaucoup de personnes dans mon quotidien qui sont persuadées que c'est grâce à ce tapis-là qu'ils sont protégés hein, des TMS, notamment au niveau des poignets. Mais pour autant, de vécu, on observe qu'avec ce type d'équipement, les gens ont tendance à avoir un poignet assez figé. En fait, le poignet repose sur cette mousse et derrière, les mouvements du poignet se font uniquement en déviation. Et les mouvements de déviation au niveau des poignets sont des mouvements assez néfastes. Et d'autant plus qu'un tapis de souris va figer l'utilisation d'une souris sur un espace précis sur le bureau. Et donc, si le tapis de souris est reculé au loin sur le bureau, ben, la souris elle sera toujours utilisée au loin. Et donc, on n'aura pas une bonne utilisation. Donc, j'ai toujours tendance à dire, il vaut mieux essayer sans, dans un premier temps. Si le médecin du travail ou un médecin vous le préconise, testez-le, très bien, c'est le médecin qui vous le demande, mais faites attention puisqu'on peut avoir des aspects plus négatifs que positifs avec ces équipements-là. Alexis pose la question du Swiss Ball, hein, ce fameux ballon qui peut servir d'assise pour garder une posture dynamique. Est-ce que vous conseillez cet usage-là ? Alors, les Swiss Balls, elles peuvent avoir un intérêt dans le sens où elles nous permettent de garder une dynamique justement hein, dans notre assise, puisqu'on n'a pas d'équilibre proprement parlé hein, sur ces ballons de gym. Donc, on va avoir tendance à faire des micro-mouvements pour ajuster sa stabilité. Problème, entre guillemets, qui peut se poser avec les Swiss Balls, c'est qu'il faut que notre plan de travail soit adapté par rapport à cette assise, puisque normalement, on va ajuster la hauteur de son assise en fonction de notre morphologie ou en fonction du plan de travail, hein, s'il n'est pas réglable en hauteur. Et donc, les Swiss Balls peuvent induire une différence de hauteur de plan de travail assez notable. Après, il existe plusieurs tailles hein, de Swiss Ball. Donc, je sais que dans les grands magasins de sport, on peut en trouver différentes tailles. Donc, pourquoi pas en tester. Et quoi qu'il arrive, les Swiss Ball, toujours garder à l'esprit que c'est une assise qui ne doit pas dépasser, qui ne doit pas durer toute la journée. C'est vraiment une assise, je ne trouve pas le mot, mais… alternée. Hein. Voilà, une assise alternée. Il faut vraiment alterner avec un bon siège de travail et prendre de temps en temps la Swiss Ball. Je reviens un instant sur les souris, puisqu'on nous pose plusieurs questions sur les souris verticales, les souris ergonomiques. Vous en pensez quoi ? Bah, je vais prendre le parole. Alors, il y a énormément sur le marché, il y a énormément de souris de toutes formes, de toutes sortes, qui se revendiquent évidemment toutes ergonomiques. Hein. Il y a à boire et à manger. Pour s'en sortir, l'important, c'est de se souvenir de quoi ? De simplement savoir que les articulations doivent rester à peu près en position neutre. Donc, si je vais encore une fois faire une démonstration. Si votre main peut rester dans l'axe du corps, dans l'axe de l'avant-bras, sans être cassée comme ça, vers le haut, vers le bas, à ce moment-là, vous avez une souris ergonomique. L'important, c'est vraiment que les articulations ne soient pas pliées, tordues, qu'elles restent neutres. Après, à vous d'essayer de voir avec quelle souris vous vous sentez le mieux, mais toujours en veillant à ce que les articulations du poignet restent en position neutre. En tout cas, les souris verticales ont le mérite d'aligner les os de l'avant-bras et donc d'induire une posture neutre au niveau du poignet. Donc, en général, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de contre-indication à essayer une souris verticale. Ce sera toujours plus bénéfique que potentiellement un tapis de souris avec repose-poignet, par exemple. J'avais une question. Elle m'échappe dans le flot des questions. Juste un instant, le temps que je la retrouve. Vous posez trop de questions. La question que j'avais en tête m'a échappé. Attendez voir. C'est une question sur les ondes électromagnétiques. Alors, effectivement, là. Voilà, il y a une question quel risque yeux et ondes électromagnétiques pour les LED au bureau ou à domicile en vue de l'éclairage du plafond. Alors, il faut distinguer l'éclairage, la fatigue visuelle et les ondes électromagnétiques. Ce sont deux choses, il ne faut pas mélanger les deux. Les ondes électromagnétiques sont des ondes qui sont émises par certains équipements, certains appareils. Aujourd'hui, tout ce qui est écran, tout ce qui est ordinateur émet des ondes électromagnétiques à un niveau extrêmement faible, vraiment à la limite de l'insignifiant, surtout proportionnellement à d'autres équipements qu'on peut avoir dans notre environnement de tous les jours. Donc, la question des ondes électromagnétiques,
directement lié à un ordinateur, je pense que c'est vraiment pas la priorité parce qu'il y a d'autres sources d'ondes électromagnétiques qui sont bien plus préoccupantes que celle-ci. Tout ce qui est yeux, c'est-à-dire fatigue visuelle, éclairage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vraiment veiller à soigner l'éclairage ambiant, pas trop lumineux, pas trop éblouissant non plus, pour ne pas fatiguer les yeux. Mais ce sont deux choses différentes. Allez, je vous pose une dernière question et puis on en terminera pour cet après-midi. Une dernière question de Margot qui est toujours en master ergonomie. Margot pose la question sur les claviers déportés. Est-ce qu'on doit les laisser à plat ou est-ce qu'on peut les mettre un petit peu surélevés? La question des claviers, de toute façon qu'ils soient déportés ou non, il faut toujours privilégier des claviers le plus plat possible. Toujours dans cette optique de garder l'articulation du poignet avec l'alignement de l'avant-bras, pardon. Donc le fait d'avoir un clavier plat va permettre d'optimiser cette posture. Si on surélève un clavier, on induit une extension au niveau du poignet et cette extension, elle n'est pas bonne quand elle est maintenue ou quand elle est prolongée. Donc, dans tous les cas, clavier déporté ou pas, les laisser à plat, c'est ce qu'il faut conseiller, privilégier. Très bien. Merci Nathan, merci Dr Cor. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Merci pour votre participation à notre webinaire, à votre webinaire. Suivez-nous sur notre site internet, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le replay, je rappelle, de ce webinaire ainsi que la présentation et puis les guides. Du coup, je me disais qu'on mettrait tout ça dans un même package sera disponible sur notre site internet www.ast67.org après le goûter. Hein, c'est important aussi de faire une pause. Prenez soin de vous, soyez prudents et OK pour le télétravail, mais plus n'importe comment. OK, à bientôt.